Le vent de septembre charriait l'odeur douceâtre de la canne à sucre, prête à être récoltée dans les champs qui entouraient Sainte-Marie-des-Prés. C'était un parfum qu'Isabelle Laurent connaissait depuis son enfance, mêlé à l'arôme lourd des fleurs d'oranger qui s'obstinaient à pousser dans le jardin abandonné du manoir. La bâtisse, qui avait été l'orgueil de la famille Laurent, montrait désormais les marques cruelles du temps et du délaissement. Ses murs blanchis à la chaux affichaient des taches d'humidité qui dessinaient des cartes de décadence. Les carreaux de faïence qui ornaient la façade principale étaient fissurés, certains manquant, laissant des plaies béantes dans la maçonnerie. Les grilles de fer forgées des fenêtres rouillaient lentement, et les portes de bois massif grinçaient sur leurs gonds comme de vieux os fatigués. L'hôtel particulier de 2 étages conservait encore l'imposante majesté de son architecture, avec le blason de la famille Laurent sculpté dans la pierre au-dessus du portail principal, mais la gloire s'était évanouie comme l'eau entre les doigts. Le jardin, autrefois entretenu par des mains serviles, poussait désormais à l'état sauvage, les lianes envahissant les murs et les mauvaises herbes dominant les parterres de roses que la défunte mère d'Isabelle aimait tant. Isabelle était assise près du balcon de sa chambre au 1er étage, d'où elle pouvait voir la route de terre battue qui serpentait à travers les champs de canne jusqu'à se perdre à l'horizon, estompée par la chaleur de l'après-midi. Elle avait 21 ans, mais ses yeux bruns gardaient une tristesse bien plus ancienne, une mélancolie qui s'était installée dans son âme 6 ans auparavant, lorsque la fièvre jaune avait emporté ses parents en quelques jours, lors de cette terrible épidémie qui avait ravagé la Drôme provençale. Son père, M. Jacques Laurent, avait été un homme respecté, propriétaire de terres prospères de canne à sucre. Sa mère, Madame Célestine, une femme de bonne éducation et d'une bonté reconnue, qui distribuait des aumônes aux pauvres sur les marches de l'église paroissiale. Mais la fièvre ne respecta ni position ni vertu. Elle les emporta tous deux en moins d'1 semaine, laissant Isabelle seule au monde, sans frère ni sœur, sans famille proche. Ce fut alors qu'apparurent ses oncles et tantes, le colonel Auguste Mercier et son épouse, Madame Geneviève. C'étaient les frères et sœurs de la mère d'Isabelle, et ils venaient de leur ferme de l'intérieur des terres, prétendant vouloir s'occuper de leur nièce orpheline. En réalité, comme Isabelle le découvrit vite, ils venaient prendre possession de ce qui restait de la propriété des Laurent. Le colonel Auguste avait été par le passé un homme de bien considérable. Il détenait le titre de colonel de la garde nationale, plus par achat que par mérite, et arborait fièrement sa moustache grisonnante cirée aux pointes. Mais la crise agricole des dernières décennies avait mis à mal ses finances. Les terres qui dépendaient d'une main-d'œuvre bon marché pour être lucratives saignaient désormais de l'argent, car il refusait de payer des salaires justes aux travailleurs libres qui, à leur tour, refusaient de travailler sous ses ordres tyranniques. Madame Geneviève, elle, était une femme aux traits anguleux et au regard perçant, toujours vêtue de noir, comme si elle portait un deuil perpétuel pour son ancienne position sociale. Elle portait des châles en dentelle et des éventails en ivoire, symbole d'une élégance qu'elle ne pouvait plus se permettre, mais auquel elle s'accrochait avec la ténacité de celui qui se noie. Isabelle savait tout. Elle connaissait chaque lettre menaçante des créanciers qui arrivaient au manoir. Elle écoutait les discussions houleuses entre son oncle et sa tante à propos des dettes de jeu que le colonel contractait au casino clandestin de Martigues. Elle voyait les meubles de valeur disparaître un à un, vendus pour payer des factures urgentes. Les candélabres en argent, les tableaux à l'huile des ancêtres, l'argenterie française, tout s'évanouissait comme du sable dans la marée. Pour ses oncles et tantes, Isabelle représentait un fardeau, une bouche de plus à nourrir dans une maison où le pain se faisait déjà rare, où le petit déjeuner était frugal et le dîner des plus modestes. Mais elle représentait aussi une opportunité, la dernière planche de salut pour une famille naufragée dans les dettes. Cet après-midi de septembre, tandis qu'Isabelle brodait près de la fenêtre une nappe qui ne serait jamais finie, elle entendit des pas précipités dans l'escalier.
Elle reconnut le tintement des bracelets de Madame Geneviève et le frottement des pantoufles du colonel. La porte de la chambre s'ouvrit sans que personne ne frappe, une invasion déjà devenue routine. « Isabelle, descendez immédiatement au salon. Votre oncle et moi devons vous parler d'un sujet de grande importance. » Il n'y avait aucune chaleur dans la voix de Madame Geneviève. Jamais il n'y en avait eu. Seulement une urgence qui serra le cœur d'Isabelle d'un pressentiment. Elle se leva, lissa les plis de sa robe de coton bleu délavée, l'une des rares qu'elle possédait encore, et suivit sa tante dans l'escalier. Les marches de bois gémissaient sous ses pieds. Les murs du couloir montraient des contours plus clairs, là où pendaient autrefois les portraits de famille, désormais vendus. Le salon principal conservait encore quelques vestiges de grandeur. Le lustre de cristal de Bohême, trop grand pour être facilement vendu, pendait du plafond avec quelques-uns de ses pampilles manquantes. Le canapé en palissandre, au siège de velours rouge usé, occupait le centre de la pièce. La table basse en marbre présentait des fissures. Les rideaux de brocart, autrefois somptueux, étaient maintenant délavés par le soleil implacable de la Drôme provençale. Le colonel Auguste était debout près de la fenêtre, les mains croisées dans le dos, regardant la rue comme s'il attendait quelqu'un. Il portait son costume de lin blanc, déjà jauni par le temps, avec le gilet de soie qui commençait à luire à force d'usage. Quand Isabelle entra, il se retourna, mais évita son regard. « Asseyez-vous, jeune fille. » Isabelle obéit, sentant un nœud se serrer dans son estomac. Madame Geneviève s'installa dans le fauteuil à côté de son mari, les mains posées sur son éventail, fermées sur ses genoux, dans une pose qui se voulait sereine, mais qui révélait une tension. « Isabelle, » commença le colonel, se raclant la gorge, « nous avons beaucoup réfléchi à votre situation. Vous êtes ici avec nous depuis 6 ans, et bien que cela ait été un plaisir de vous soutenir, il est temps de penser à votre avenir. » Isabelle connaissait ce ton. C'était le même que son oncle utilisait quand il était sur le point de faire quelque chose qui la désavantagerait et qu'il essayait de justifier comme étant pour son propre bien. « Une opportunité s'est présentée, » continua-t-il, « une opportunité que peu de jeunes filles dans votre situation auraient. Une opportunité qui garantira votre avenir et vous donnera la position que votre pauvre mère, que Dieu ait son âme, aurait souhaitée pour vous. » Madame Geneviève se pencha en avant, les yeux brillants de cette expression qu'Isabelle avait appris à craindre. Le baron Théodore de Montaigne, propriétaire du domaine de l'Espérance royale dans la région de Port-Vendre-sur-Mer, a manifesté le désir de contracter mariage. C'est un homme de bien considérable, propriétaire de vastes terres de cacao, l'une des fermes les plus prospères de la région chocolatière. Le monde sembla s'arrêter pour Isabelle. Les mots flottaient dans l'air chaud du salon comme des mouches lentes, des mots que son esprit refusait de traiter complètement. Mariage. Mais je ne connais pas cet homme. Il est veuf depuis 3 ans, expliqua le colonel pressé. Il a perdu son épouse dans des circonstances tragiques lors de l'accouchement. Depuis, il s'est exclusivement consacré à ses affaires, mais il cherche maintenant à fonder un nouveau foyer. C'est un homme sérieux, travailleur, d'excellente réputation. Mais je ne l'ai jamais vu, jamais parlé avec lui, protesta Isabelle, sentant la panique monter en elle. Comment pouvez-vous espérer que j'épouse un parfait inconnu? Madame Geneviève frappa son éventail fermé contre la paume de sa main, un geste d'impatience mal contenu. Ne soyez pas sotte, jeune fille. Les mariages arrangés sont parfaitement normaux. Ils l'ont toujours été. Votre propre père et votre mère se connaissaient à peine avant de se marier, et voyez quelle vie heureuse ils ont eue. Ma mère m'a toujours dit qu'elle avait appris à aimer mon père, mais qu'elle aurait préféré le connaître d'abord, répondit Isabelle, la voix tremblante. Eh bien, vous aurez la même opportunité d'apprendre à l'aimer après le mariage, dit le colonel avec une fausse jovialité qui sonnait obscène. Et je dois ajouter que dans votre situation orpheline, sans dot, sans perspective, c'est une bénédiction qu'un homme de position tel que le baron Théodore ait accepté de vous considérer.
accepté de... Isabelle fronça les sourcils. Vous voulez dire que vous l'avez contactée? Vous m'avez offerte. Le silence qui s'ensuivit fut plus éloquent que n'importe quelle confession. Isabelle vit la rougeur monter au visage de son oncle. Elle vit sa tante détourner le regard. « Nous avons négocié votre avenir, Isabelle », dit finalement le colonel avec une pointe d'irritation. « C'est notre devoir en tant que vos tuteurs. Le baron Théodore a besoin d'une épouse jeune, éduquée, de bonne famille. Vous avez besoin d'un foyer, d'un soutien, d'une position. C'est un arrangement avantageux pour toutes les parties concernées. » « Avantageux pour tous », répéta Isabelle lentement. « Et combien a-t-il payé pour moi? Combien vaut une nièce orpheline sur le marché matrimonial ?» Madame Geneviève se leva brusquement, le visage tordu d'indignation. « Comment osez-vous parler ainsi? Nous essayons de vous sauver d'une vie de misère et d'humiliation. Me sauver ou vous sauver ?» La question échappa des lèvres d'Isabelle avant qu'elle ne pût la retenir. Le colonel frappa la main sur la table de marbre avec suffisamment de force pour faire tinter les tasses à thé. « Assez! Vous n'avez pas le choix dans cette affaire, Isabelle. L'accord est déjà conclu. Le baron a offert une somme généreuse en échange de la main d'une jeune fille de bonne famille, éduquée, apte à être la maîtresse de son domaine. Il a également proposé de prendre en charge certaines de nos obligations financières. Le mariage est fixé dans 3 semaines. » Isabelle sentit le sol se dérober sous ses pieds. 3 semaines. Vendue comme du bétail, comme une propriété à transférer. Elle regarda ses oncles et tantes, ces visages qui auraient dû représenter la protection familiale, et ne vit que 2 étrangers désespérés essayant de sauver leur peau à ses dépens. « Et si je refuse ?» Le colonel la regarda froidement. « Alors vous quitterez cette maison immédiatement, sans un sou, sans référence, sans rien d'autre que les vêtements que vous portez. Voyez si vous pouvez survivre seul dans les rues de Sainte-Marie, ou peut-être à Marseille, où les jeunes filles sans protection finissent de manière que je préfère ne pas mentionner en votre présence. » La menace plana dans l'air comme une fumée toxique. Isabelle savait qu'elle n'était pas vide. Elle connaissait les histoires de jeunes filles tombées en disgrâce, qui avaient fini dans des maisons closes ou des couvents, ou avaient simplement disparu sans laisser de traces. Elle n'avait pas d'argent, pas d'amis ayant les moyens de l'aider, pas d'endroit où aller. Au moins, pourrais-je le rencontrer avant la cérémonie? Madame Geneviève laissa échapper un soupir impatient. Le baron est un homme très occupé. Il viendra pour la cérémonie. Vous le rencontrerez à l'hôtel comme il se doit. « À l'hôtel !» répéta Isabelle, la voix faible sans vie. « La cérémonie aura lieu à l'église paroissiale, » continua le colonel, reprenant un ton plus doux maintenant que la question était réglée. « Le père Antoine a déjà été informé. Nous organiserons une réception modeste ici au manoir. Le baron apportera quelques invités de Port-Vendre-sur-Mer. Tout sera très convenable. » Isabelle se leva lentement, les jambes faibles, la tête tourbillonnant. « Puis-je me retirer ?»« Oui, » dit Madame Geneviève, déjà désintéressée maintenant que la tâche était accomplie. « La couturière viendra demain prendre vos mesures pour la robe de mariée. Comportez-vous convenablement. » Isabelle monta les escaliers comme en transe, entra dans sa chambre et ferma la porte, s'y appuyant comme si elle avait besoin d'un soutien physique pour ne pas s'effondrer. C'est alors seulement que les larmes vinrent, chaudes et silencieuses, coulant sur son visage, tandis que la réalité de ce qui venait de se passer s'installait dans son âme. Mariée. Elle serait mariée à un homme qu'elle n'avait jamais vu, qui ne la connaissait pas, qui l'avait achetée comme on achète une jument reproductrice. Elle serait arrachée à sa terre natale, à la maison où elle avait grandi, au lieu où elle pouvait encore sentir la présence de ses parents, et elle serait emmenée dans un domaine lointain à Port-Vendre-sur-Mer pour vivre avec un étranger. Cette nuit-là, Isabelle ne dormit pas. Elle resta assise près de la fenêtre, observant les étoiles qui parsemaient le ciel de la Drôme provençale. Elle pensa à fuir, mais où? Elle pensa à refuser à l'hôtel, mais après? Elle pensa à ses parents,
À la manière dont ils auraient géré cette situation, son père se serait certainement opposé. Sa mère aurait exigé au moins de connaître le prétendant. Mais ses parents étaient morts, enterrés au cimetière de l'église paroissiale, et elle était seule au monde, à la merci d'oncles et tantes qui ne voyaient en elle qu'une marchandise négociable. Les jours qui suivirent se déroulèrent dans un brouillard de préparatifs dont Isabelle était peu plus qu'une spectatrice. La couturière vint et prit ses mesures, parlant avec animation de la robe de mariée, tandis qu'Isabelle restait immobile comme une statue. Madame Geneviève choisit le tissu, un taffetas couleur ivoire, simple, mais de bonne qualité, sans dentelles élaborées ni broderies coûteuses. « Rien de trop ostentatoire », expliqua sa tante à la couturière. « La jeune fille est orpheline, une robe trop riche serait inappropriée. Le voile serait en tulle blanc, maintenu par un arrangement de fleurs d'oranger artificielles. Les gants en dentelle ivoire, les chaussures de satin prêtées par une connaissance de Madame Geneviève, dont les pieds avaient une taille proche de ceux d'Isabelle. Isabelle écoutait tout comme si l'on parlait d'une autre personne. Cette mariée en préparation n'était pas elle. Cela ne pouvait pas être elle. C'était une poupée qu'on habillait pour une représentation sans volonté propre, sans voix. Un après-midi, lorsqu'elle se retrouva seule avec la vieille servante qui travaillait encore à la maison, une femme nommée Joseph, qui avait servi sa mère, Isabelle demanda à voix basse « Joseph, connaissez-vous ce baron Théodore? En avez-vous déjà entendu parler ?» Joseph. Une femme métisse de 60 ans, aux cheveux gris attachés en un chignon serré, regarda autour d'elle nerveusement avant de répondre « J'en ai entendu parler, ma petite dame. On dit que c'est un homme riche, mais on dit aussi qu'il est dur. Il a perdu sa première femme en couche, la pauvre. On dit que depuis il s'est enfermé, ne parle plus à personne correctement, ne pense qu'au travail et à l'argent. Est-il cruel ?» Joseph hésita. « Je n'ai pas entendu dire qu'il battait les travailleurs ou quoi que ce soit, mais on dit qu'il est froid, qu'il ne sourit pas, que son cœur est mort avec sa première épouse. » Isabelle sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Et je vais épouser cet homme. » Joseph lui prit la main avec tendresse. « Vous êtes forte, ma petite dame. Votre mère était forte aussi. Vous trouverez un moyen de vivre, vous trouvez toujours. » Mais Isabelle ne se sentait pas forte. Elle se sentait comme une feuille au vent, emportée là où elle ne voulait pas aller, sans pouvoir se raccrocher à rien. La nuit précédant le mariage, Madame Geneviève entra dans la chambre d'Isabelle pour une conversation nécessaire sur les devoirs conjugaux. Ce fut une explication clinique, embarrassante et effrayante, sur ce qui serait attendu d'elle la nuit de noces. Isabelle écouta horrifiée, sentant la nausée monter en elle. « C'est juste quelque chose que les épouses doivent supporter », conclut Madame Geneviève avec une grimace de dégoût. « Avec le temps, on s'y habitue, et si Dieu le veut, les enfants viendront bientôt, ce qui est le but de tout cela. » Quand sa tante sortit, Isabelle vomit dans la bassine de porcelaine de la chambre. Elle vomit de peur, de dégoût, de révolte contre son destin. Le matin du mariage se leva gris, avec des nuages bas qui menaçaient de pluie. C'était la fin septembre, une période d'orage soudain dans la Drôme provençale. Isabelle se réveilla avec la sensation de marcher vers ses propres funérailles. Joseph l'aida à s'habiller en silence, serrant le corset, ajustant les jupons, boutonnant les petits boutons de nacre dans le dos de la robe. Le taffetas ivoire était beau, il fallait l'admettre, mais elle se sentait comme une condamnée, préparée pour l'exécution. La coiffure fut faite par Madame Geneviève elle-même, qui avait de l'habileté avec les cheveux. Elle attacha les longs cheveux bruns d'Isabelle en un chignon élaboré à la nuque, laissant quelques boucles encadrer son visage. Elle posa le voile, arrangea les fleurs artificielles. Quand Isabelle se regarda dans le miroir, elle vit une mariée pâle comme un fantôme, aux yeux cernés par le manque de sommeil et aux lèvres serrées en une ligne fine de résignation. L'église paroissiale de Sainte-Marie-des-Prés était une construction imposante de style baroque, avec sa façade de pierre blanche, ses clochers et son intérieur décoré de boiseries dorées. Isabelle avait fréquenté cette église toute sa vie.
Elle y avait entendu la messe avec ses parents, y avait fait sa première communion. Maintenant, elle y revenait pour épouser un étranger. Il n'y avait pas de foule d'invités, quelques connaissances du colonel, des curieux, qui apparaissaient toujours au mariage d'autrui, des servantes du manoir. Sur les bancs de devant, du côté du marié, il y avait une demi-douzaine d'hommes d'apparence prospère. Certainement des propriétaires terriens de la région de Port-Vendre-sur-Mer qui avaient accompagné le baron Théodore. Isabelle entra au bras du colonel Auguste au son de l'orgue qui jouait une marche nuptiale solennelle. Chaque pas dans la nef centrale était un pas vers l'inconnu. Elle garda les yeux baissés, fixés sur le sol de pierre polie, sans oser lever le regard. Et puis elle arriva à l'hôtel, et c'est alors qu'elle vit son fiancé pour la première fois. Théodore de Montaigne était un homme grand. Il devait mesurer plus d'1,80 m. Il avait 35 ans, mais en paraissait plus en raison de la sévérité de son expression. Cheveux noirs coiffés en arrière avec de la brillantine, moustache bien taillée, visage aux traits forts et masculins. Il portait un costume noir d'une coupe impeccable, un gilet de soie grise, une cravate noire, mais ce furent ses yeux qui l'impactèrent. Des yeux sombres, presque noirs, qui l'observaient avec une froideur qui fit qu'Isabelle se sentit évaluée, pesée, mesurée. Il n'y avait aucune chaleur dans ses yeux, aucune curiosité, aucun intérêt au-delà du commercial. C'étaient les yeux d'un homme inspectant une marchandise qu'il avait achetée. Il ne sourit pas, n'offrit pas le bras, se contentant d'acquiescer brièvement lorsque le colonel plaça la main d'Isabelle dans la sienne. La main de Théodore était grande, calleuse par le travail et étrangement froide, malgré la chaleur qu'il faisait à l'intérieur de l'église. Isabelle sentit un frisson parcourir son corps en le touchant. Le père Antoine était un homme d'âge mûr, progressiste pour les standards de l'époque, qui connaissait Isabelle depuis l'enfance. Elle vit de la compassion dans ses yeux lorsqu'il commença la cérémonie, mais aussi de la résignation. Il savait que ce mariage n'était pas par amour, mais il savait aussi qu'il ne pouvait rien faire. « Nous sommes ici réunis devant Dieu, » commença le prêtre, « pour unir en saint mariage Théodore de Montaigne et Isabelle Laurent. » Les mots de la cérémonie se succédèrent, comme une litanie lointaine. Isabelle répondait quand c'était nécessaire, la voix sortant dans un murmure ténu qui pouvait à peine être entendu au-delà des premiers bancs. Théodore répondait d'une voix ferme, sans émotion, comme quelqu'un qui remplit une formalité commerciale. « Vous, Théodore de Montaigne, acceptez-vous Isabelle Laurent comme votre légitime épouse pour l'aimer et la respecter dans la joie et dans la peine, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. J'accepte. » Deux mots secs, sans hésitation, mais aussi sans sentiment. « Vous, Isabelle Laurent, acceptez-vous Théodore de Montaigne comme votre légitime époux pour l'aimer et le respecter dans la joie et dans la peine, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare ?» Isabelle hésita. Ce fut seulement 1 seconde, peut-être 2, mais cela parut une éternité. Elle sentit la pression de la main de Théodore augmenter légèrement. Un avertissement silencieux. Elle vit Madame Geneviève se raidir au premier rang. « J'accepte. » Les mots sortirent comme une reddition. Le père Antoine les déclara mari et femme. Théodore se pencha rigidement et déposa un baiser froid sur la joue d'Isabelle, sans toucher ses lèvres. Ce fut un geste mécanique, dépourvu de toute affection, et ainsi, à 21 ans, Isabelle Laurent cessa d'exister pour devenir la baronne Isabelle de Montaigne, épouse d'un homme qu'elle ne connaissait pas, maîtresse d'un destin qu'elle n'avait pas choisi. La réception au manoir fut brève. Il y avait un gâteau simple, du vin de table, quelques amuse-gueules préparées par Joseph. Les invités de Port-Vendre-sur-Mer semblaient embarrassés, percevant clairement que ce n'était pas un mariage d'amour. Les connaissances du colonel buvaient et conversaient à voix basse, jetant des regards de pitié à Isabelle. Théodore resta à ses côtés pendant toute la réception, mais ne lui adressa la parole que lorsque c'était strictement nécessaire. Quand quelqu'un leur offrait des félicitations, il remerciait d'un hochement de tête. Quand on lui posait des questions sur le voyage de retour à Port-Vendre-sur-Mer, il répondait en monosyllabes.
Isabelle tenta une fois d'engager la conversation. « Le domaine de l'Espérance royale est-il très éloigné de Port-Vendre-sur-Mer » ? « À 2 lieues. C'est suffisamment grand. » Et c'est tout. Il se remit à fixer le vide devant lui, la mâchoire tendue, clairement mal à l'aise avec toute cette situation. En fin d'après-midi, alors que le soleil déclinait déjà, teignant le ciel d'orange et de pourpre, Théodore annonça leur départ. Une calèche attendait, tirée par 2 chevaux bais. Ils voyageraient jusqu'à Marseille, où ils passeraient la nuit dans une auberge, et de là, ils prendraient le train pour Port-Vendre-sur-Mer le lendemain. Isabelle eut 5 minutes pour dire au revoir à Joseph, qui pleura en l'étreignant. « Que Dieu vous protège, ma petite dame, que Notre-Dame vous assiste. » Madame Geneviève et le colonel leur dirent au revoir avec une fausse cordialité, soulagés d'avoir résolu leurs problèmes financiers. Il n'y eut pas d'étreinte, pas de larmes, seulement des poignées de main formelles et des vœux de bonheur qui sonnaient creux. Isabelle monta dans la calèche, s'installa sur la banquette rembourrée de cuir usé. Théodore monta ensuite, s'assit de l'autre côté, le plus loin possible d'elle, frappa la paroi de la calèche pour signaler au cocher de partir. Tandis que la calèche s'éloignait du manoir, Isabelle regarda par la fenêtre, voyant la maison de son enfance disparaître au loin. Elle vit les arbres du jardin où elle avait joué, les fenêtres de la chambre où elle avait grandi, le portail avec le blason de la famille Laurent. Elle laissait tout derrière elle, sa maison, ses souvenirs, le dernier lien avec ses parents défunts, et se dirigeait vers l'inconnu, assise à côté d'un homme qui l'avait achetée, comme on achète un lot de terre, qui la regardait à peine, dont la froideur irradiait comme le froid d'une tombe. La route de Marseille était longue et cahoteuse. La calèche cahotait violemment, forçant Isabelle à s'accrocher au support en bois. Théodore regardait par la fenêtre, le visage une masque indéchiffrable, perdu dans des pensées qu'il ne partageait pas. Elle tenta de nouveau. « Monsieur Théodore, baron !» la corrigea-t-il sans la regarder. « Je préfère que vous m'appeliez baron Théodore ou monsieur le baron. » Isabelle se mordit la lèvre. Cet homme ne voulait même pas être appelé par son prénom par sa propre épouse. « Monsieur le baron, » recommença-t-elle hésitante, « pourriez-vous me parler un peu du domaine, de Port-Vendre-sur-Mer ? Je n'y suis jamais allé. » Il continua de regarder par la fenêtre un long moment, et Isabelle pensa qu'il l'ignorerait simplement. Puis, sans détourner le regard du paysage qui défilait, il répondit « C'est un domaine de cacao. Nous avons 200 travailleurs. La maison principale est en pierre, elle a 2 étages, suffisamment de chambres. Vous aurez vos propres appartements et des servantes pour vous servir. J'espère que vous gérerez la maison avec efficacité. Je ne tolère ni le gaspillage, ni la paresse. »« J'aurai mes propres appartements ?» voulut-elle dire séparés. « Oui, je ne vois pas de raison de partager les chambres en permanence. Il y a des obligations conjugales qui doivent être remplies à des fins de génération d'héritiers, mais en dehors de cela, je préfère ma vie privée. » La froideur avec laquelle il parla des obligations conjugales fit qu'Isabelle sentit de nouveau la nausée monter. Il parlait de l'intimité maritale comme il parlerait d'une transaction commerciale, quelque chose à exécuter par nécessité, non par désir. « Je comprends, » murmura-t-elle, la voix presque inaudible. « Vous comprendrez les règles quand nous arriverons là-bas, » continua-t-il, toujours sans la regarder. J'ai des routines spécifiques. Je n'aime pas être interrompu quand je travaille. Je prends mes repas à des heures fixes. J'espère que la maison sera toujours en ordre et que vous vous comporterez de manière adéquate à une baronne. Je peux le faire, monsieur le baron. Très bien. Et c'est tout. Le reste du voyage jusqu'à Marseille se déroula dans un silence sépulcral, rompu seulement par le bruit des roues sur la route de terre et le bruissement des arbres au vent. Quand ils arrivèrent à Marseille, il faisait déjà nuit. La grande ville impressionna Isabelle par ses lumières, le mouvement des rues, le bruit. Théodore la conduisit à une auberge discrète dans le quartier du commerce. Il réserva 2 chambres séparées. « Reposez-vous, »
ordonna-t-il. « Nous partons tôt demain. » Isabelle entra dans sa chambre, ferma la porte à clé, et c'est alors seulement qu'elle permit aux larmes de couler librement. Elle pleura la vie qu'elle avait perdue, les parents qui lui manquaient tant, la liberté qu'elle n'avait jamais eue. Elle pleura le mariage qu'elle venait de contracter avec un homme de glace, qui ne la voyait que comme une administratrice de sa maison et une incubatrice de ses héritiers. Et elle pleura pour elle-même, pour la jeune femme qui avait été vendue comme du bétail, et qui appartenait maintenant à un étranger qui la supportait à peine. Cette nuit serait la première de nombreuses nuits solitaires qu'Isabelle aurait devant elle, sans savoir que le pire était encore à venir, mais aussi sans imaginer que de cette nuit sombre pourrait éventuellement naître une lumière inattendue. Le voyage en train de Marseille à Port-Vendre-sur-Mer prit 2 jours entiers avec un arrêt à Valence pour la nuit. Isabelle n'avait jamais pris le train et, dans d'autres circonstances, elle aurait trouvé fascinante l'expérience de voir le paysage de la côte passer rapidement par la fenêtre. Mais assise dans le wagon de première classe, avec Théodore plongé dans des papiers commerciaux de l'autre côté du compartiment, elle ne sentait qu'un vide croissant. Il lui adressait à peine la parole. Au mieux, il lui demandait si elle avait besoin de quelque chose, si elle était à l'aise, toujours avec ce ton formel et distant de celui qui remplit des obligations sociales sans aucun intérêt sincère. Isabelle répondait qu'elle allait bien, car elle ne saurait que dire d'autre à un mari qui était un parfait inconnu. Elle l'observait discrètement pendant qu'il travaillait. Théodore était méticuleux. Il notait des chiffres dans des carnets de cuir, révisait des contrats, faisait des calculs. Ses mains étaient grandes et fortes, des mains d'homme qui connaissait le travail acharné, malgré sa position privilégiée. Le visage restait toujours sérieux, concentré, le front marqué d'une ride permanente entre les sourcils. C'était un bel homme, il fallait l'admettre, d'une beauté masculine et sévère, mais beau. Si les circonstances avaient été différentes, s'ils s'étaient rencontrés autrement, peut-être aurait-elle même pu se sentir attirée par lui, mais il n'y avait aucun moyen de ressentir de l'attirance pour quelqu'un qui la traitait comme un meuble. La 2e nuit, à Valence, il réserva de nouveau des chambres séparées à l'auberge. Isabelle commençait à se demander s'il remplirait un jour ses obligations conjugales dont il avait parlé, ou s'il la garderait simplement comme une sorte de gouvernante coûteuse. Port-Vendre-sur-Mer apparut comme une révélation verte et humide le matin du 3e jour. La ville portuaire fourmillait d'activités, avec des barques de pêche amarrées au quai, des dockers transportant des sacs de cacao, des commerçants criant des offres, l'odeur de la mer mêlée à l'arôme doux et fort du cacao fermentant dans les entrepôts. C'était complètement différent de Sainte-Marie. Il y avait une énergie brute, violente, presque dans la façon dont les gens se déplaçaient, parlaient, négociaient. Isabelle vit des hommes armés au coin des rues, remarqua des regards calculateurs qui l'évaluaient, entendit des histoires murmurées de disputes foncières qui se terminaient dans le sang. « C'est une région en expansion », expliqua Théodore, brisant son silence habituel alors qu'il traversait la ville en calèche. Le cacao a apporté beaucoup de richesse, mais aussi beaucoup de violence. Des hommes tuent pour 1 mètre de bonne terre à cacao. La loi ici est souvent la loi du plus fort. C'était la plus longue conversation qu'il avait initiée depuis leur mariage. « Et vous, monsieur ?» Isabelle hésita. « Vous devez aussi vous défendre ainsi ?»« J'ai des hommes pour cela, » répondit-il froidement. « Des hommes de main loyaux qui garantissent que mes terres restent mes terres. Je ne suis pas violent par nature, mais je ne suis pas non plus stupide. Dans cette région, celui qui ne se défend pas perd tout. » La route de la ville au domaine de l'Espérance royale serpentait à travers des plantations denses de cacaoyers. Isabelle fut impressionnée par l'immensité des terres, des lieues et des lieues d'arbres chargés de fruits jaunes et rouges, le dais vert fermé bloquant le soleil, créant une pénombre humide et mystérieuse. Des travailleurs noirs et métis se déplaçaient entre les arbres, récoltant les fruits avec des machettes, transportant des paniers.
Certains ôtaient leur chapeau de paille et s'inclinaient lorsque la calèche passait, reconnaissant le patron. « Combien de personnes travaillent ici ?» demanda Isabelle. « 236 lors du dernier recensement. Des travailleurs libres, tous. Certains vivent sur le domaine, d'autres viennent des environs. Je paie des salaires justes, mais j'exige un travail acharné. » Finalement, après plus d'1 heure de voyage depuis Port-Vendre-sur-Mer, la maison principale apparut dans une vaste clairière au sommet d'une douce élévation. C'était une construction imposante de 2 étages en pierre et chaux, avec un toit de tuiles et une grande véranda soutenue par des colonnes. La façade était peinte en blanc, avec de hautes fenêtres protégées par des persiennes en bois. Des carreaux de faïence dans les tons de bleu et blanc décoraient les plinthes et les encadrements des portes. Autour de la maison principale se trouvaient diverses constructions plus petites. Le séchoir, où le cacao était séché, les entrepôts, les écuries, et plus loin les maisons simples des travailleurs qui vivaient sur le domaine. Plus loin encore, Isabelle put apercevoir une construction en ruine, qui semblait être d'anciennes cases des ouvriers agricoles, maintenant abandonnées, vestiges d'un temps que la loi avait aboli, mais dont les marques saignaient encore sur la terre. La calèche s'arrêta devant la maison. Théodore descendit le premier, puis lui tendit la main pour aider Isabelle. Ce fut le premier geste de courtoisie véritable qu'il montrait. Une femme noire d'âge moyen, robuste, avec un sourire chaleureux, attendait sur la véranda. Elle portait une simple robe de toile de coton bleu, avec un tablier blanc impeccable, un turban noué sur la tête. « Baronne, voici tante Bénédicte », et elle présenta Théodore. « Elle administre la maison. Elle a été la nourrice de ma... Elle a été ici, sur le domaine, pendant de nombreuses années. Maintenant, c'est la gouvernante. Bénédicte, voici la nouvelle maîtresse de maison. » Tante Bénédicte fit une révérence respectueuse, mais lorsqu'elle leva les yeux vers Isabelle, il y avait une chaleur sincère en eux. « Soyez la bienvenue, ma petite dame. Cette maison avait besoin d'une vraie maîtresse depuis longtemps. » Isabelle sentit une pointe de gratitude pour cet accueil sincère. « Merci, Bénédicte. J'espère que nous pourrons bien travailler ensemble. »« Je vais vous montrer vos appartements, » dit Théodore, reprenant déjà son ton formel. « Bénédicte, faites apporter les malles de la baronne. »« Oui, monsieur le baron. » L'intérieur de la maison était spacieux et bien meublé, bien qu'avec une touche clairement masculine. Des meubles en palissandre sombre, peu d'ornements, des rideaux épais. Les murs étaient blanchis à la chaux, décorés de quelques peintures de paysages et de nature morte. Le sol était fait de larges planches de bois polies qui grinçaient doucement sous les pas. Théodore conduisit Isabelle par le large escalier jusqu'au premier étage. Il ouvrit une porte qui donnait sur une chambre ample et lumineuse, avec des fenêtres qui s'ouvraient sur la vue des plantations de cacao. « Ce seront vos appartements, » annonça-t-il. « Vous avez tout ce dont vous avez besoin, armoire, coiffeuse, salle de bain privative. Si vous avez besoin de quelque chose de plus, demandez à Bénédicte. » La chambre était vraiment belle, décorée avec goût. Le lit à baldaquin avait des couvre-lits en lin blanc brodé, il y avait un tapis persan au sol, des rideaux de mousseline blanche qui frémissaient avec la brise qui entrait par les fenêtres. « Et vos appartements, monsieur le baron ?»« Au bout du couloir. Ne vous inquiétez pas, je ne vous dérangerai pas fréquemment. » La façon dont il dit cela, comme si sa propre présence était un désagrément qui lui épargnerait gentiment, fit qu'Isabelle ressentit un mélange de soulagement et d'humiliation. « Le dîner est servi à 19 heures précises, » continua-t-il. « Habillez-vous convenablement, nous avons des règles dans cette maison. Reposez-vous maintenant du voyage. » Et puis, il sortit, simplement, refermant la porte derrière lui, laissant Isabelle seule dans cette belle et étrange chambre qui était maintenant la sienne. Elle s'assit au bord du lit, les mains légèrement tremblantes. Elle était là, au domaine de l'Espérance royale, mariée à un homme qui la regardait à peine, dans une terre lointaine entourée d'étrangers. Un léger coup à la porte la tira de ses pensées. « Entrez. »
Tante Bénédicte entra, portant un plateau avec du thé et des biscuits au maïs. J'ai pensé que madame voudrait peut-être quelque chose après le long voyage. C'est très gentil, Bénédicte. S'il vous plaît, asseyez-vous un moment avec moi. La gouvernante hésita, clairement peu habituée à être invitée à s'asseoir avec sa patronne, mais quelque chose dans la voix d'Isabelle la fit céder. Elle posa le plateau sur la petite table de côté et s'installa sur la chaise de la coiffeuse. « Madame va s'habituer ici, » dit-elle gentiment. « Je sais que vous devez être effrayée, loin de chez vous, mariée à un homme que vous ne connaissez pas encore. Mais monsieur le baron n'est pas un mauvais homme, n'est-ce pas? Il est juste froid, » compléta Isabelle. Bénédicte soupira. « Il est devenu ainsi après la mort de madame Claire. Il était différent avant, plus jeune, plus vivant, mais ce qui lui est arrivé l'a changé. Il a fermé son cœur, l'a verrouillé de l'intérieur. Madame Claire était la première épouse? C'était elle, oui, madame. Une belle jeune fille, délicate, même un peu comme vous. Cheveux sombres, yeux doux. Ils se sont mariés par amour, vous savez. Ce fut l'un des rares mariages d'amour que j'ai vus par ici. Isabelle sentit un pincement au cœur. Théodore avait connu l'amour, et maintenant elle, sa seconde épouse, serait toujours comparée à un souvenir idéalisé. Bénédicte baissa les yeux, la voix devenant plus douce. Lors de l'accouchement de leur premier enfant, ce fut un accouchement difficile, très difficile. L'enfant était en travers. Le médecin de Port-Vendre-sur-Mer a mis trop de temps à arriver. Quand il est enfin arrivé, il était déjà trop tard. Nous avons perdu madame Claire et le bébé, un petit garçon qui n'a même pas eu le temps de respirer correctement. Mon Dieu! Monsieur le baron ne s'en est jamais vraiment remis. Il s'est blâmé de l'avoir laissée enceinte, de ne pas avoir fait venir un meilleur médecin, de tout. Depuis, il a peur d'avoir un autre enfant. C'est pourquoi il vous tient à distance, vous comprenez? Isabelle comprit. Ce n'était pas seulement de la froideur ou du désintérêt, c'était de la peur. Peur d'aimer de nouveau, de perdre de nouveau, de revivre la même souffrance. Mais alors, pourquoi s'est-il remarié? Bénédicte eut un sourire triste. Un homme de sa position a besoin d'héritier, madame. Il a besoin de quelqu'un pour administrer la maison, pour perpétuer le nom. Et je crois qu'au fond, même avec toute sa peur, il ressent la solitude. Cette maison est trop grande pour un homme seul. Les semaines suivantes établirent une routine étrange et solitaire. Isabelle se levait tôt, prenait son petit déjeuner seule dans la salle à manger, car Théodore était déjà dans les champs lorsqu'elle descendait. Elle passait les matinées à apprendre à administrer la maison avec Bénédicte, supervisant les servantes, planifiant les repas, organisant les appartements. Théodore déjeunait à la maison seulement 2 fois par semaine. Généralement, il mangeait quelque chose de rapide dans les champs. Au dîner, ils se retrouvaient à table, assis chacun à une extrémité de la longue table en palissandre, mangeant en silence, seulement rompus par des commentaires superficiels sur le temps ou la récolte. La récolte est bonne cette année. Tant mieux, monsieur le baron. La pluie a été régulière. Oui, je l'ai remarqué. Des conversations vides entre 2 personnes qui partageaient un toit, mais ne partageaient pas leur vie. Isabelle tentait occasionnellement d'engager des conversations plus profondes. « Monsieur le baron, j'aimerais en savoir plus sur la culture du cacao. Peut-être pourriez-vous me montrer les plantations ?»« Ce n'est pas un endroit pour une dame. Le soleil est fort, le terrain est irrégulier. Bénédicte peut vous expliquer le processus si vous êtes curieuse. Pourriez-vous me parler de votre famille, de vos parents ? Ils sont décédés. Il n'y a pas grand-chose à dire. Avez-vous des frères et sœurs ? Un frère à Marseille. Nous ne nous parlons plus depuis des années. Chaque tentative d'approche était gentiment mais fermement repoussée. Théodore maintenait son mur érigé, ne lui permettant pas de s'approcher. La nuit, Isabelle s'allongeait dans son grand lit vide, écoutant les sons du domaine, le coassement des grenouilles, le chant des grillons, le bruissement du vent dans les cacaoyers. Elle entendait aussi parfois des pas dans le couloir. Théodore passait devant sa porte, hésitait un bref instant, puis continuait jusqu'à ses propres appartements.
Il ne frappa jamais à sa porte, ne remplit jamais ses obligations conjugales dont il avait parlé. C'était comme s'il repoussait l'inévitable, fuyant l'intimité qu'un mariage supposait. Isabelle ne savait pas si elle devait se sentir soulagée ou insultée. 2 mois après son arrivée au domaine, lors d'un dîner particulièrement silencieux, Théodore annonça finalement « Je dois me rendre à Marseille la semaine prochaine pour affaires avec des exportateurs. Je serai absent pendant environ 1 mois. » Isabelle leva les yeux de son assiette. 1 mois, c'est long. Ce sont des affaires importantes, des contrats qui doivent être renégociés personnellement. Vous irez bien ici. Bénédicte s'occupera de tout. Le contremaître, Monsieur Damien, a reçu des instructions pour résoudre tout problème qui pourrait survenir. Je comprends. Autre chose? Isabelle hésita, puis demanda à voix basse « Vous reviendrez ?» Théodore la regarda enfin directement, et pour la première fois, Isabelle vit autre chose que de la froideur dans ses yeux, peut-être de la surprise, peut-être de la confusion. « Naturellement que je reviendrai. C'est ma maison. » Pardon. C'était une question idiote. Mais elle n'était pas idiote. C'était la question d'une femme qui commençait à se sentir comme une invitée indésirable dans sa propre maison, pas une épouse. Le matin du départ, Théodore était sur la véranda, supervisant le chargement de ses malles dans la calèche. Isabelle descendit pour lui dire au revoir. Un devoir d'épouse. « Bon voyage, monsieur le baron. J'espère que vos affaires seront fructueuses. »« Merci. Prenez soin de la maison. » Il monta dans la calèche sans un regard en arrière. Isabelle resta sur la véranda, regardant la calèche descendre la route poussiéreuse jusqu'à disparaître entre les arbres. Tante Bénédicte vint se placer à ses côtés, imposant une main douce sur son épaule. « Il reviendra, madame. Il revient toujours. Je sais, c'est juste que... » Isabelle soupira. « Parfois, je me demande si je fais une différence en étant ici ou non. »« Si, madame. Même s'il ne le montre pas, si. Cette maison est plus vivante avec madame ici. Il y a de nouveau des rires, il y a des fleurs dans les vases, il y a de la chaleur. Monsieur le baron le perçoit, même s'il ne le dit pas. » Les jours qui suivirent furent étrangement paisibles. Sans la présence intimidante de Théodore, Isabelle commença à explorer le domaine plus librement. Elle fit la connaissance de Monsieur Damien, le contremaître métis d'une 40aine d'années, homme de confiance de Théodore, qui connaissait chaque parcelle de ses terres. « Madame veut visiter les plantations de cacao ?» demanda-t-il, surpris mais clairement satisfait de son intérêt. « Oui, je le veux. Mon mari a dit que ce n'était pas un endroit pour une dame, mais j'aimerais comprendre d'où vient la richesse de ce domaine. » Monsieur Damien sourit, un sourire qui montrait qu'il approuvait son esprit. « Alors venez, baronne, je vais tout vous montrer. » Il la conduisit à travers les plantations, expliquant le cycle du cacao. Comment les fleurs poussaient directement sur le tronc des arbres, comment les fruits mettaient des mois à mûrir, comment ils étaient récoltés, ouverts, fermentés, séchés. Isabelle apprit sur les ravageurs, sur l'importance de l'ombre appropriée, sur les meilleurs marchés. Elle fit la connaissance des travailleurs, hommes et femmes, qui la traitaient avec respect, mais aussi avec curiosité. La nouvelle baronne, qui n'avait pas peur de salir le bas de sa robe en marchant dans les plantations, était une nouveauté. Un après-midi, alors qu'elle rentrait au manoir, Isabelle trouva un groupe d'enfants jouant près des maisons des travailleurs. Les enfants des employés, pieds nus, rieurs, jouant au ballon avec un chiffon improvisé. Une petite fille d'environ 6 ans, aux grands yeux curieux, s'approcha timidement. « Madame est la nouvelle baronne ?»« Oui, je le suis. Comment t'appelles-tu ?»« Marie-Grâce, madame. Ma mère travaille au séchoir. » « C'est un joli nom, Marie-Grâce. » La petite fille sourit, révélant une dent manquante. « Madame va rester ici pour toujours. » La question innocente frappa Isabelle comme une pierre. Allait-elle rester ici pour toujours, dans ce domaine lointain, mariée à un homme qui l'évitait, vivant une vie qu'elle n'avait pas choisie? « Oui, » répondit-elle, forçant un sourire. « C'est ma maison maintenant. »
tant mieux. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de baronne ici. L'autre est morte avant ma naissance, mais ma mère parlait d'elle. Toujours l'autre, la première épouse, la mémoire qui planait sur tout comme un fantôme. 3 semaines passèrent. Théodore n'envoya aucune nouvelle, aucune lettre, aucun message. Isabelle commença à se demander s'il reviendrait vraiment. Puis, un après-midi chaud de décembre, tante Bénédicte entra en courant dans la salle de couture où Isabelle brodait. « Madame, monsieur le baron est arrivé. » Isabelle sentit son cœur s'accélérer, se leva rapidement, lissa sa robe, arrangea ses cheveux. Pourquoi était-elle nerveuse? Quelle différence cela faisait-il s'il était de retour? Mais cela faisait une différence. Pendant ces jours seuls, elle avait commencé à construire une routine, une vie. Maintenant, il revenait pour ramener ce silence pesant, cette distance douloureuse. Elle descendit dans le hall d'entrée. Théodore était là, poussiéreux du voyage, retirant ses gants de cuir. Quand il la vit, il lui fit un bref signe de tête. « Isabelle !» C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. « Monsieur le baron. Bienvenue de retour. »« Merci. Le voyage a été productif. J'ai réussi à renégocier les contrats à des conditions favorables. J'en suis heureuse. » Ils restèrent là, debout dans le hall, 2 étrangers qui ne savaient pas comment se comporter l'un envers l'autre. « Je vais prendre un bain et je vous rejoindrai pour le dîner, » dit-il finalement. « Bien sûr. » Cette nuit-là, pendant le dîner, Théodore était différent, pas plus expansif, mais il y avait quelque chose de changé dans son attitude. Il regardait Isabelle plus souvent, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. « Comment s'est passée votre absence ici ?» demanda-t-il, la surprenant en engageant la conversation. Ce fut tranquille. « Monsieur Damien a été très serviable. J'ai mieux connu le domaine, les travailleurs. J'ai appris sur la culture du cacao. »« Vous êtes allé dans les plantations ?» dit-il, fronçant les sourcils. « Oui, je l'ai fait. J'espère que cela ne vous dérange pas. Je voulais comprendre le travail qui soutient cette maison. » Il resta silencieux un long moment, puis dit quelque chose d'inattendu. Madame Claire ne s'est jamais intéressée au domaine. Elle trouvait le travail vulgaire, préférait rester à la maison à broder et à lire. C'était la première fois qu'il mentionnait directement sa première épouse. « Chaque personne est différente, » dit Isabelle avec précaution. « Je ne trouve pas le travail vulgaire, je le trouve fascinant, en fait. » Théodore acquiesça lentement, quelque chose s'apparentant à de l'approbation passant sur son visage. Cette nuit-là, pour la première fois, Théodore frappa à la porte de la chambre d'Isabelle. Elle était en peignoir, les cheveux détachés, se préparant à dormir. Elle ouvrit la porte et le trouva là, toujours habillé, mais la cravate desserrée. « Puis-je entrer ?» Le cœur d'Isabelle s'accéléra. Elle savait ce que cela signifiait. Finalement, après 3 mois de mariage, il venait remplir ses obligations conjugales. « Oui, vous pouvez. » Il entra, referma la porte derrière lui. Il resta là, clairement mal à l'aise. « Isabelle, c'est difficile pour moi, mais nous sommes mariés depuis des mois et nous n'avons pas encore... n'avons pas... » Il s'interrompit, la voix défaillante. « Je comprends, monsieur le baron. »« Théodore. Vous pouvez m'appeler Théodore quand nous sommes seuls. » C'était une concession petite, mais significative. « Théodore, » répéta-t-elle doucement. Il s'approcha, lui prit la main avec une étrange douceur. « Je ne veux pas vous faire de mal. Je sais. » Ce qui se passa cette nuit-là fut mécanique, maladroit, rapide. Théodore la toucha avec précaution, mais sans passion. Il remplit son devoir conjugal, avec la même efficacité avec laquelle il menait ses affaires. Quand ce fut fini, il lui embrassa légèrement le front, un geste presque tendre, et se retira dans ses propres appartements, sans rien dire de plus. Et Isabelle resta allongée dans l'obscurité, ressentant un mélange de soulagement que ce soit terminé, et de tristesse pour le manque de connexion, d'intimité véritable. Elle était maintenant épouse dans tous les sens légaux du terme, mais se sentait toujours étrangement seule. Dans les semaines qui suivirent, Théodore vint lui rendre visite 2 fois par semaine,
toujours le soir, toujours avec la même efficacité respectueuse, mais distante. Il était précautionneux, jamais violent, mais jamais passionné non plus. C'était comme s'il remplissait un contrat, n'aimant pas une épouse. Pendant la journée, ils reprenaient leur routine d'avant. Des silences pesants, des conversations superficielles, des vies parallèles qui se touchaient rarement. Isabelle commença à accepter que telle serait sa vie, un mariage de convenance, où elle serait la maîtresse de maison, gérerait les affaires domestiques et éventuellement, si Dieu le voulait, donnerait des héritiers à son mari, mais ne connaîtrait jamais l'amour, jamais la véritable intimité d'un partenariat matrimonial. Puis, un matin de février, tout changea. Isabelle se réveilla en ayant la nausée, courut vers la bassine et vomit le maigre petit-déjeuner qu'elle avait pris. Bénédicte, qui entrait avec des vêtements propres, la trouva agenouillée sur le sol, pâle. « Madame, êtes-vous malade ?»« Je crois que j'ai mangé quelque chose qui m'a fait du mal, » murmura Isabelle. Mais le lendemain matin, la nausée revint, et le jour suivant, et le jour d'après. Bénédicte l'observa avec des yeux avisés, jusqu'à ce que finalement, un après-midi, elle demanda directement « Madame, quand avez-vous eu vos dernières règles ?» Isabelle s'arrêta en réfléchissant. Décembre? Non, novembre. Dans la confusion des derniers mois, elle n'y avait même pas prêté attention. Je ne suis pas sûre, cela fait longtemps. Bénédicte sourit, un sourire chaleureux et sage. Madame attend un bébé, baronne. J'en suis sûre. Les mots tombèrent sur Isabelle comme un éclair. Enceinte. Elle était enceinte. Elle aurait dû être heureuse, supposément. Mais tout ce qu'elle ressentit fut de la panique. Comment Théodore réagirait-il? Lui qui avait si peur de la grossesse, ayant perdu sa première femme de cette manière, allait-il s'éloigner encore plus? Allait-il la blâmer? Allait-il... « Il faut que je lui dise, » dit-elle, plus à elle-même qu'à Bénédicte. « Il le faut, oui, madame, c'est son droit de savoir. » Cette nuit-là, au dîner, Isabelle rassembla son courage. « Théodore, je dois vous dire quelque chose d'important. » Il leva les yeux de son assiette, fronçant les sourcils. « Qu'y a-t-il ?»« Je crois que j'attends un enfant. » Sa réaction fut immédiate et dévastatrice. Son visage pâlit, ses yeux s'écarquillèrent d'une sorte de terreur. Il se leva brusquement de sa chaise, renversant son verre de vin qui tacha la nappe blanche de rouge comme du sang. « Quoi? Je suis enceinte, Théodore, d'environ 2 mois. »« Non, 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 non !» Il commença à faire les 100 pas, les mains dans les cheveux, la respiration accélérée. « Théodore, je sais que vous avez peur à cause de ce qui est arrivé à Madame Claire, mais... » « Vous ne comprenez pas, » cria-t-il, se tournant vers elle, les yeux pleins d'agonie. « Vous ne comprenez rien. J'ai tué ma première épouse, j'ai tué mon fils. Et maintenant, vous n'avez tué personne, » dit Isabelle, se levant et essayant de s'approcher. « Ce fut une tragédie, mais ce n'était pas votre faute. »« Si, si. » Il recula quand elle tenta de le toucher. Je l'ai laissée enceinte connaissant les risques. Je n'ai pas apporté l'aide appropriée. J'ai échoué en tant que mari, en tant que père, en tant qu'homme. Théodore, s'il vous plaît, je ne peux pas refaire ça, Isabelle. Je ne peux pas vous perdre aussi. Je ne peux pas revivre ça. Vous ne me perdrez pas. Vous ne pouvez pas le garantir. Personne ne le peut. Et puis, avec un dernier regard de pure panique, Théodore sortit de la salle à manger, pratiquement en courant. Isabelle entendit ses pas monter l'escalier, des portes claquer et puis, quelques minutes plus tard, des pas redescendre. Elle courut dans le hall d'entrée et le vit là, vêtu de ses vêtements de voyage, une petite valise à la main. « Où allez-vous ? » ?»« Je dois partir, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de... Vous m'abandonnez maintenant, quand j'ai le plus besoin de vous. » Il ne répondit pas, ouvrit simplement la porte et sortit dans la nuit noire. Isabelle courut jusqu'à la véranda à temps pour voir Théodore monter à cheval, éprenant l'animal, disparaissant dans l'obscurité en direction de Port-Vendre-sur-Mer. Tante Bénédicte apparut à ses côtés, l'étreignant tandis qu'Isabelle commençait à pleurer. « Il reviendra, madame. »« Il reviendra ? Il reviendra. »
Où va-t-il fuir comme il a fui la douleur, comme il fuit tout ce qui peut lui faire du mal? Mais Bénédicte n'avait pas de réponse. Ce fut cette nuit-là qu'Isabelle Laurent, désormais baronne Isabelle de Montaigne, comprit pleinement l'étendue de sa solitude. Elle était enceinte, terrifiée, abandonnée par le mari qui la connaissait à peine, dans une terre étrangère, sans famille, sans soutien. Et le pire de tout était que, pour la première fois, elle avait vu une émotion véritable sur le visage de Théodore. Pas de l'amour, mais de la terreur. Il avait enfin ressenti quelque chose pour elle, et c'était de la peur. Peur de la perdre comme il avait perdu l'autre. Peur suffisante pour le faire fuir au lieu de rester. Cette nuit-là, allongée dans son lit vide, la main sur son ventre encore plat, où une vie grandissait, Isabelle prit une décision. Elle ne pourrait pas compter sur Théodore. Elle ne pourrait compter sur personne d'autre qu'elle-même. Elle aurait ce bébé, élèverait cet enfant, ferait de ce domaine un foyer, avec ou sans le baron. Et s'il revenait, ce serait elle qui déciderait si elle le pardonnerait. Mais Théodore ne revint pas. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois. Des lettres arrivèrent de Marseille, brèves et formelles, parlant d'affaires, envoyant de l'argent pour l'entretien de la maison, mais ne mentionnant jamais quand il reviendrait. Isabelle affronta la grossesse seule, avec seulement Bénédicte et M. Damien à ses côtés, puisant des forces dans une solitude qui faisait plus mal que toute douleur physique. Et quelque part, au fond de son cœur, une rage commençait à grandir avec le bébé, une détermination à prouver qu'elle était plus forte que quiconque ne l'imaginait. Les premiers jours après la fuite de Théodore furent les plus difficiles. Isabelle se réveillait, en espérant le trouver dans la salle à manger ou entendre ses pas dans le couloir. Mais le manoir restait silencieux, vide de sa présence masculine, résonnant seulement des sons des tâches ménagères et du travail lointain dans les champs de cacao. Les lettres arrivaient chaque semaine de Marseille, toujours brèves, toujours formelles. Elles étaient adressées à M. Damien, le contremaître, et contenaient des instructions sur la récolte, des autorisations de dépenses, des ordres concernant les affaires. À la fin, toujours une ligne, confirmer que la baronne est bien installée et que la maison est en ordre. Jamais mon épouse, jamais Isabelle, toujours la baronne, comme si elle était une fonction, non une personne. Isabelle brûla la première lettre qu'elle reçut, prit le papier, l'approcha de la bougie du candélabre et observa les mots froids se transformer en cendres. Mais ensuite, elle eut honte de sa propre colère et pleura, agenouillée sur le sol de sa chambre, ramassant les cendres comme si elle pouvait les reconstituer. Tante Bénédicte fut son rocher pendant ces jours sombres. La gouvernante, qui avait élevé ses propres enfants, qui avait vu des générations naître et mourir sur ce domaine, avait une sagesse tranquille qu'Isabelle commença à apprécier profondément. « Madame doit manger », insistait Bénédicte, apportant des plateaux avec du bouillon de poulet, des fruits, des pains frais. « Le bébé a besoin de force, même si madame n'a pas faim. »« Je n'y arrive pas, Bénédicte. Tout me donne la nausée. » Alors essayons autre chose. Je vais vous préparer cette tisane d'anis que ma grand-mère faisait. Elle aide avec les nausées. Et ça aidait. Lentement, Isabelle commença à retrouver l'appétit. Les nausées matinales continuaient, mais elle devint capable de les supporter. Son corps commençait à changer, les seins devenant plus grands et sensibles, la taille s'épaississant légèrement. Quand elle atteignit 3 mois de grossesse à la mi-mars, Isabelle prit une décision. Elle ne resterait pas enfermée dans le manoir à se lamenter. Si Théodore l'avait abandonnée à son propre sort, alors elle prendrait en main son propre destin. Elle commença à participer activement à l'administration du domaine. Monsieur Damien, d'abord réticent à impliquer une dame enceinte dans les affaires, découvrit vite qu'Isabelle avait la tête des chiffres et un véritable intérêt pour le travail. « Voyez ici, baronne, » expliquait-il, montrant le livre de compte. « Cette colonne indique la quantité de cacao récolté par parcelle. Cette autre montre combien nous payons aux travailleurs. Et ici, le profit après les dépenses. » Isabelle étudiait les chiffres avec attention, posant des questions, suggérant des améliorations. «
Pourquoi n'essayons-nous pas de sécher le cacao différemment pendant les mois de pluie? Ne pourrions-nous pas construire une serre couverte? Monsieur Damien cligna des yeux, surpris. Madame a raison. Nous perdons beaucoup de cacao les jours de pluie. Pourquoi il ne sèche pas correctement? Une serre pourrait résoudre cela. Alors faisons-en une. Nous avons suffisamment de bois, de travailleurs disponibles? Oui, baronne, je donnerai les ordres dès aujourd'hui. Et ainsi, Isabelle commença à laisser sa marque sur le domaine de l'espérance royale. De petites améliorations, des gains d'efficacité, une attention aux détails que Théodore, occupé par les grandes affaires, avait négligés. Les travailleurs l'observaient d'abord avec méfiance. Une baronne enceinte et abandonnée par son mari était sujette à commérage. Mais quand ils virent qu'elle s'en souciait réellement, qu'elle apprenait leur nom, s'enquérait de leur famille, payait des salaires justes et à temps, la méfiance fit place au respect. Marie-Grâce, la petite fille qu'Isabelle avait rencontrée des mois auparavant, devint une visiteuse fréquente du manoir. Elle apparaissait sur la véranda avec des fleurs sauvages cueillies dans les champs ou des fruits que sa mère lui envoyait. « Ma mère a dit que madame attend un bébé, dit-elle un après-midi, regardant avec curiosité le ventre d'Isabelle qui commençait déjà à s'arrondir. « Oui, Marie. Et où est monsieur le baron? Pourquoi n'est-il pas ici ?» L'innocence de la question toucha profondément, mais Isabelle força un sourire. « Il voyage pour affaires, il reviendra quand il le pourra. » Ma mère dit qu'il a fui par peur. Elle dit que les hommes sont parfois des lâches quand un bébé arrive. Isabelle ne sut quoi répondre. C'était trop vrai pour le nier, mais trop douloureux pour le confirmer. Parfois, les gens ont peur, Marie. Cela ne signifie pas qu'ils sont mauvais, cela signifie juste qu'ils ont peur. La petite fille acquiesça comme si cela avait tout son sens. Quand Isabelle atteignit 4 mois de grossesse, tante Bénédicte insista pour appeler la sage-femme. Madame Jacinthe est la meilleure des environs. Elle a mis au monde la moitié des enfants de Port-Vendre-sur-Mer. Elle doit vous connaître, vous examiner, voir comment tout se passe. Madame Jacinthe était une femme noire, âgée, aux cheveux blancs et crépus et aux mains étonnamment douces. Elle avait des yeux perçants qui semblaient voir à travers les gens et une voix rauque de celle qui fumait une pipe en terre. Elle examina Isabelle avec un soin professionnel, palpant son ventre, posant des questions sur les symptômes, les dates, les sensations. « Madame va bien, baronne. Le bébé grandit bien. D'après mes calculs, il devrait naître en septembre, début octobre. »« Et les risques ?» Isabelle devait demander. « La première épouse du baron, elle est morte en couche. » Madame Jacinthe acquiesça gravement. « J'étais là ce jour terrible. Madame Claire, la pauvre, a eu un accouchement en travers. Le bébé était de côté, ne pouvait pas sortir. Et le médecin de Port-Vendre-sur-Mer a mis trop de temps. Quand il est arrivé, il était déjà trop tard pour les deux. Cela peut arriver à moi, cela peut arriver à n'importe quelle femme, baronne, mais vous êtes jeune, forte, en bonne santé. Madame Claire était délicate, faible depuis l'enfance, et je suis là maintenant. Je ne laisserai rien de mal arriver. J'ai déjà tourné des bébés dans le ventre auparavant. J'ai déjà sauvé des mères qui semblaient perdues. Faites-moi confiance. » Isabelle voulait faire confiance. Elle devait faire confiance. Elle n'avait pas d'autre choix. « Merci, Madame Jacinthe. »« Et une autre chose, baronne, » dit la sage-femme, lui prenant fermement la main. « Vous êtes seule maintenant, mais vous n'avez pas besoin de l'être. Il y a des gens ici qui se soucient de vous. Il y a Bénédicte, il y a Damien, il y a moi, il y a tous ces gens du domaine. Nous prenons soin de ceux qui prennent soin de nous. » Ces mots, dits avec une sincérité simple, firent pleurer Isabelle. Non pas des larmes de tristesse, mais de gratitude d'avoir découvert qu'elle n'était pas complètement seule. Les mois passèrent avec une lenteur douloureuse. Avril arriva, apportant des pluies torrentielles qui transformaient les chemins en bourbiers. La serre couverte qu'Isabelle avait fait construire prouvait sa valeur, permettant au cacao de sécher correctement même les jours de pluie. La production augmenta visiblement. Monsieur Damien lui apportait les rapports à réviser, toujours impressionné par son attention aux détails. « Madame a le sens des affaires, baronne.
Je n'ai jamais vu de femme avec une si bonne tête pour les affaires. Mon père m'enseignait sur les plantations de canne quand j'étais petite. Il disait qu'une femme intelligente ne devait pas être maintenue dans l'ignorance quant à l'origine du soutien de sa famille. Votre père était un homme sage. En mai, une lettre différente arriva. Elle n'était pas adressée à M. Damien, mais directement à Isabelle. Son cœur s'accéléra en reconnaissant l'écriture de Théodore sur l'enveloppe. Avec des mains tremblantes, elle ouvrit l'enveloppe. La lettre était courte. « Isabelle, j'espère que vous allez bien et que la grossesse se déroule sans complications. J'ai prévu des fonds supplémentaires pour que vous puissiez engager le meilleur médecin de Port-Vendre-sur-Mer le moment venu. Je sais que mon absence est impardonnable. Je n'attends pas que vous compreniez ou pardonniez. Sachez simplement que je n'ai pas fui de vous, mais de mes propres démons. Je reviendrai quand j'aurai le courage. Théodore. » Isabelle lut et relut la lettre. Il y avait là, pour la première fois, une trace d'humanité, de vulnérabilité. Il reconnaissait sa lâcheté, demandait de manière détournée de la compréhension, mais il n'y avait pas de demande de pardon, pas de promesse de retour, seulement un vague « quand j'aurai le courage ». Elle plia soigneusement la lettre et la rangea dans un tiroir de son bureau. Elle ne répondit pas. Que pourrait-elle dire? Rentrez à la maison. Je suis en colère contre vous, j'ai besoin de vous. Toutes ces choses étaient vraies, et aucune d'elles n'avait d'importance. Théodore reviendrait-il ou non? Elle accoucherait avec ou sans lui. La vie continuait. Juin apporta des jours plus frais, et le ventre d'Isabelle grossit considérablement. Il était désormais impossible de dissimuler sa condition. Elle portait des vêtements amples que Bénédicte cousait, ajustant constamment sa garde-robe aux nouvelles dimensions de son corps. Le bébé commença à bouger, de petits papillons au début, puis des coups de pied plus décidés qui la faisaient rire et s'émerveiller. Elle créait une vie. Un être humain grandissait en elle, complètement dépendant de son corps, de sa force. La nuit, allongée dans son lit, Isabelle parlait au bébé. « Ton père est un lâche. Tu savais, il a fui quand il a su que tu venais. Mais ne t'inquiète pas, petit ou petite, je m'occuperai de toi. Je t'aimerai assez pour deux. Tu ne manqueras jamais de rien, je te le promets. » En juillet, quelque chose d'inattendu arriva. Un prêtre arriva au domaine, venant de Port-Vendre-sur-Mer. Ce n'était pas le vicaire local qu'Isabelle connaissait de vue, mais un homme plus jeune, aux yeux bienveillants et au caractère désinvolte. « Baronne Isabelle, je suis le père Antoine, nouveau dans la paroisse de Port-Vendre-sur-Mer. Je suis venu vous présenter mes respects et offrir les services de l'Église si vous en aviez besoin. » Isabelle le reçut dans le salon, reconnaissante de la compagnie polie. « C'est très gentil, père. Acceptez-vous du thé ?» ?»« Avec plaisir. » Pendant qu'il prenait le thé avec les biscuits au maïs que Bénédicte avait préparés, le père Antoine parla de son travail, de la communauté, des défis d'être prêtre dans une région aussi violente et rude que la zone chocolatière. « Mais il y a de la bonté ici aussi, » disait-il. « Il y a des gens simples avec une foi véritable. Et pardonnez ma franchise, des dames comme la baronne qui font preuve d'un courage admirable dans des circonstances difficiles. Vous connaissez ma situation alors? Oui, je sais. Port-Vendre-sur-Mer est petite, les nouvelles circulent. Je sais que votre mari est absent et que vous attendez un enfant. » Isabelle baissa les yeux, sentant la honte brûler ses joues. « Je ne vous juge pas, baronne, » dit le prêtre gentiment. « Ce n'est pas à moi de juger, et franchement, je ne vois rien à juger. Monsieur le baron est celui qui devrait être ici. Pas vous seul à affronter tout cela. » Il a ses raisons. Les raisons ne sont pas des excuses, mais je suis venu offrir un soutien, pas des critiques. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous voulez parler, prier ou simplement avoir de la compagnie, ma porte est ouverte. La bonté sincère du prêtre toucha Isabelle profondément. « Merci, père, vous ne savez pas ce que cela signifie. » Le père Antoine vint la visiter toutes les 2 semaines. Il apportait des livres de la petite bibliothèque paroissiale, des nouvelles de la ville et surtout une présence amie
qui allégeait la solitude. Il ne pressa jamais Isabelle sur la religion ou la confession, se contentant d'offrir une compagnie authentique. Août arriva, apportant une chaleur intense. Isabelle était énorme maintenant, se déplaçant avec difficulté, les pieds enflés, le dos lui faisait constamment mal. Madame Jacinthe venait chaque semaine pour vérifier ses progrès. Il ne reste plus beaucoup, baronne. Encore un mois, peut-être 6 semaines. Le bébé est grand, fort. J'entends son cœur battre fermement. J'ai peur, Jacinthe. C'est naturel. Toutes les femmes ont peur lors du premier accouchement, mais vous êtes forte. Tout ira bien. Isabelle voulait croire. Mais la nuit, quand le bébé lui donnait des coups de pied dans les côtes et qu'elle ne trouvait pas de position confortable pour dormir, la peur l'assaillait. Et si quelque chose tournait mal? Et si elle mourait comme Madame Claire? Et si le bébé mourait? Et si Théodore ne revenait jamais et qu'elle élevait un enfant complètement seule? Ce fut tante Bénédicte qui la trouva en larmes une de ces nuits. Elle lui caressa les cheveux et dit « Madame n'est pas seule, ma fille, il y a beaucoup de monde ici qui prend soin de vous. Et si le pire arrive, que Dieu ne le permette pas, cet enfant sera élevé avec amour par nous tous, mais il ne se passera rien de grave. Je le sens dans mon cœur. Ce bébé naîtra en bonne santé et Madame vivra pour l'élever et l'aimer. » À la mi-août, une autre lettre de Théodore arriva. Cette fois, elle était encore plus brève. « Isabelle, j'ai appris par Damien que la naissance est proche. J'ai engagé le docteur Julien Dumas, le meilleur médecin de Port-Vendre-sur-Mer, pour qu'il soit présent le moment venu. Il a reçu l'instruction de rester au domaine les dernières semaines et de faire tout ce qui est nécessaire. Que Dieu vous protège. T. 2 jours plus tard, le docteur Julien Dumas arriva au domaine. C'était un homme d'une 50aine d'années, diplômé de la faculté de médecine de Marseille, avec une expérience des accouchements difficiles. Il apportait avec lui une mallette d'instruments médicaux et une confiance professionnelle à la fois réconfortante et intimidante. « Baronne, dit-il après l'avoir examiné, tout semble être en ordre. Le bébé est bien positionné. Votre corps se prépare adéquatement. Je vois que vous avez une bonne santé générale. Et les risques, docteur ?» Il soupira, choisissant ses mots avec soin. « Tout accouchement comporte des risques. Je ne vous mentirai pas en disant qu'il est impossible d'avoir des complications, mais, selon mon évaluation, vous avez toutes les conditions pour un accouchement en toute sécurité. Vous êtes jeune, forte, le bébé va bien. Je serai ici pour intervenir si nécessaire. Étiez-vous ici quand Madame Claire... » Je n'étais pas à Marseille à cette époque, mais j'ai eu connaissance de l'affaire. Ce fut une tragédie qui aurait pu être évitée avec une assistance plus rapide. Je garantis que je ne permettrai pas qu'une telle chose se produise sous ma supervision. La présence du médecin à la maison apporta une certaine tranquillité, mais augmenta aussi la tension. Tous savaient que le moment était proche. Les servantes préparèrent la chambre d'Isabelle méticuleusement, avec des linges propres, de l'eau bouillie, tout ce que Madame Jacinthe et le docteur Julien demandaient. « Sage-femme et médecin », commenta Bénédicte avec approbation. « Cet enfant naîtra avec le meilleur des 2 mondes, la sagesse ancienne et la science nouvelle. » Isabelle passait les journées à se promener lentement dans le jardin quand la chaleur le permettait ou à se reposer à l'ombre de la véranda. L'attente était torturante. Chaque petite douleur la faisait penser « c'est maintenant ?» Mais ce n'était pas ça. Ce fut un après-midi de septembre, presque la fin du mois, que les contractions commencèrent réellement. Isabelle se reposait dans sa chambre quand elle sentit une forte oppression dans le ventre, différente des inconforts habituels. Puis une autre, et une autre. « Bénédicte » l'appela-t-elle, essayant de rester calme. « Je crois que ça a commencé. » Le domaine entier entra en état d'alerte. Bénédicte courut appeler Madame Jacinthe et le docteur Julien. Les servantes coururent, tout préparé. Monsieur Damien, ne sachant que faire, resta sur la véranda, nerveux, comme si c'était lui le père. Les contractions s'intensifièrent. On aida Isabelle à s'allonger sur le lit, vêtue d'une chemise de nuit en lin blanc.
Madame Jacinthe était d'un côté, le docteur Julien de l'autre, Bénédicte lui tenant la main. « Respirez, baronne, » instruisait Madame Jacinthe. « Quand la contraction viendra, poussez, mais seulement quand je vous le dirai. Il est encore tôt, il faut dilater davantage. » Les heures s'étirèrent. La douleur venait par vagues de plus en plus fortes, de plus en plus rapprochées. Isabelle criait, pleurait, transpirait, s'accrochait à la main de Bénédicte comme à une planche de salut. « J'ai peur, » gémit-elle, « je ne veux pas mourir. »« Vous ne mourrez pas, ma fille, » disait Bénédicte fermement. « Vous êtes forte, continuez. Je n'y arrive pas. Vous y arrivez, oui, pour votre bébé, vous y arrivez. » La nuit tomba et les contractions continuaient. Le docteur Julien examinait régulièrement. Son expression était sérieuse mais pas alarmée. « Ça progresse bien, encore un peu, et vous pourrez commencer à pousser pour de bon. » Dehors, sur la véranda, les travailleurs du domaine commencèrent à se rassembler, non par ordre, mais par une réelle préoccupation. La baronne avait conquis leurs affections. Marie-Grâce était là, tenant la main de sa mère, les yeux écarquillés d'inquiétude. « La baronne ira bien ?» demandait-elle. « Oui, ma fille. Madame Jacinthe est une bonne sage-femme, et il y a aussi un médecin. Tout ira bien. » Le père Antoine arriva, amené par quelqu'un qui était allé le chercher. Il n'entra pas dans la chambre, mais resta dans le salon, priant son chapelet à voix basse, disponible si nécessaire. Près de minuit, Madame Jacinthe annonça « Maintenant, baronne, c'est le moment. Quand la prochaine contraction viendra, poussez de toutes vos forces. » Isabelle obéit, poussant avec une force qu'elle ne savait pas posséder, criant de douleur et d'effort. « Encore une fois, je vois la tête. Encore une contraction. Encore une poussée désespérée. C'est presque ça. Encore une, baronne. Encore une. » Et puis, dans un moment qui sembla suspendre le temps, dans un cri final d'effort et de douleur, Isabelle sentit le bébé glisser hors de son corps. Pendant une seconde terrifiante, il y eut le silence. Puis, le plus beau cri qu'Isabelle n'ait jamais entendu. Un cri indigné d'un nouveau-né découvrant l'air pour la première fois. « C'est une fille », annonça Madame Jacinthe, riant et pleurant en même temps. « Une belle et saine petite fille. » Le docteur Julien coupa le cordon, nettoya rapidement le bébé, fit ses vérifications professionnelles. « Parfaite, » dit-il avec un sourire. « 10 doigts aux pieds, 10 doigts aux mains, poumon fort. Félicitations, baronne. » Madame Jacinthe enveloppa le bébé dans un linge doux et le plaça dans les bras d'Isabelle. Et Isabelle regarda sa fille pour la première fois. Elle était petite, rouge, froissée, magnifique. Elle avait des cheveux foncés et des yeux qui essayaient de se concentrer sur le visage de sa mère, de minuscules mains qui s'ouvraient et se fermaient. Une vie nouvelle, parfaite, miraculeuse. « Bonjour, bébé », murmura Isabelle. Les larmes coulaient librement. « Bonjour, ma fille, tu as réussi. Nous avons réussi. » Le bébé cessa de pleurer en entendant la voix de sa mère, et comme si elle la reconnaissait. Isabelle rit à travers ses larmes, émerveillée. « Je t'appellerai Aurore, » décida-t-elle, « parce que tu es mon nouveau lever du jour, ma lumière après la nuit noire. » Dehors, quand Bénédicte sortit pour annoncer la naissance, un chœur de célébration éclata sur la véranda. Les travailleurs criaient des félicitations. Marie-Grâce sautait de joie. Le père Antoine leva les mains vers le ciel en signe de gratitude. Le domaine de l'Espérance royale avait une nouvelle vie. Il y avait de l'espoir, vraiment. Dans les jours qui suivirent, Isabelle se remettait de l'accouchement tout en apprenant à s'occuper d'Aurore. C'était plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Les tétées constantes, les pleurs nocturnes, l'épuisement total, mais c'était aussi plus merveilleux. Chaque fois qu'Aurore tétait en la regardant avec ses yeux sombres, Isabelle ressentait un amour si féroce qu'il l'effrayait. Elle tuerait pour cet enfant, mourrait pour cet enfant, ferait n'importe quoi pour la protéger. Tante Bénédicte était inestimable, enseignant à Isabelle comment allaiter correctement, comment changer les couches, comment calmer le bébé quand elle pleurait.
Madame Jacinthe venait quotidiennement vérifier la mère et la fille, toujours satisfaites des progrès. Madame s'est très bien débrouillée, baronne, et la petite Aurore grandit bien. Elle a des yeux vifs. Cette petite fille sera intelligente. Le docteur Julien resta au domaine pendant une semaine de plus, s'assurant qu'il n'y aurait pas de complications post-partum. Puis il retourna à Port-Vendre-sur-Mer, laissant des instructions détaillées. « Si vous avez besoin de moi, faites-moi appeler, mais je pense que vous n'en aurez pas besoin. Madame et l'enfant sont en bonne santé. » Une semaine après la naissance d'Aurore, Isabelle était assise sur la véranda, berçant le bébé endormi, lorsque M. Damien s'approcha hésitant. « Baronne, pardon de vous déranger, mais je dois vous dire quelque chose. »« Dites, Damien. » « J'ai envoyé une lettre au baron l'informant de la naissance. Il a demandé que je le fasse immédiatement. » Isabelle acquiesça. Elle savait que cela arriverait. « Merci de m'avoir prévenu. »« Il y a autre chose, baronne ?» Il a envoyé une réponse. « Elle est arrivée ce matin. » Son cœur s'accéléra. « Et qu'est-ce qu'elle dit ?» Damien lui tendit l'enveloppe. Isabelle l'ouvrit d'une main libre, l'autre tenant Aurore. La lettre était courte, comme toujours. « Damian, je suis soulagé de savoir que l'accouchement s'est bien déroulé et que la mère et la fille sont en bonne santé. Je retournerai au domaine dans 3 semaines. Il y a des papiers à signer. Préparez le bureau. Baron Théodore de Montaigne. » Isabelle lut et relut. Des papiers à signer. Pas un mot sur le désir de connaître sa fille. Pas un mot de soulagement personnel, seulement le soulagement formel de savoir que les choses s'étaient bien passées. Et alors, elle comprit. Les papiers. Il revenait pour finaliser ce qu'il avait commencé. Il revenait pour divorcer. Il avait abandonné une femme enceinte. Maintenant, il revenait pour abandonner une femme avec un nouveau-né. Isabelle regarda Aurore, dormant tranquillement dans ses bras, si petite, si innocente, si parfaitement inconsciente du drame qui l'entourait. Et quelque chose se durcit en elle. Elle n'était plus la jeune femme effrayée que Théodore avait achetée à ses oncles et tantes. Elle n'était plus l'épouse passive qui acceptait l'abandon et l'humiliation. Elle avait accouché seule. Elle avait administré tout un domaine seule. Elle avait survécu seule. Elle n'avait pas besoin de Théodore de Montaigne, et s'il venait avec des papiers de divorce, elle les signerait. Elle négocierait des conditions qui garantiraient elle.